n'ont traduit ni une volonté réelle de paix et de réconciliation, ni une volonté de changement, mais une volonté de se maintenir au pouvoir à tout prix par la ruse et le crime. En matière économique et sociale, ils voudraient créer un climat nouveau, propice à la créativité et l'émulation, susceptible d'attirer et de retenir massivement de nouveaux investisseurs et de remettre les Congolais au travail grâce à un climat des affaires nettement amélioré et une confiance durablement rétablie. Le Congo sera ce que les Congolais veulent qu'il soit. Étienne Tshisekedi en appelle à la conscience et au sens des responsabilités de tous. Que chaque Congolais donne le maximum et le meilleur au Congo. Telle est en définitive sa profession de foi. Je vous remercie. Monsieur le Président, avec ce qui a été lu, ce qui a été exposé aussi par le Dr Lozeke, il y a des risques que le processus électoral soit spolié, entaché, tordu. Est-ce que la communauté internationale, Monsieur le Président, est-ce que la communauté internationale sera, à votre avis, solidaire du Congo? Et est-ce que vous pensez qu'on pourra compter sur la solidarité internationale pour assurer cette transition vers un état de droit au Congo? Merci beaucoup. Je crois que tous ceux qui se sont intéressés à la situation au Congo savent qu'en 2006, il y a eu aussi l'organisation d'élections présidentielles législatives. Mais là, c'était trop clair. Alors que la Constitution avait prévu d'abord que, avant d'arriver aux élections présidentielles et législatives, il fallait passer d'abord par l'organisation des élections locales, donc dans les communes et dans les provinces. Non seulement ça n'a pas été fait, mais on a donc organisé des élections législatives et présidentielles en 2006. La volonté de la communauté, il peut ajouter la fameuse communauté internationale, était très claire. Donner au Congo un individu, d'abord analphabète, un individu qui n'était connu de personne, jusqu'au moment où nous parlons, personne ne connaît la véritable nationalité de ce M. Kabila, dont on connaît tout simplement qu'il chante le nom d'une maman, mais qui n'est pas la sienne. Cette maman, sa véritable mère, se trouverait aux États-Unis d'Amérique. Et voilà l'homme que la communauté internationale a jugé bon de diriger un pays comme le Congo. Mais devant l'échec total de la gestion catastrophique de ces messieurs, le même enthousiasme qui a servi à le mettre sur, si vous voulez, le trône du Congo, c'est avec le même enthousiasme que la communauté internationale rejette carrément M. Kabila du Congo et fait en sorte que les élections qui vont se passer, qui symbolisent d'abord la fin du mandat de M. Kabila, parce que ce mandat est de 5 ans, et ces 5 ans expirent d'ici décembre prochain. Voilà pourquoi nous, de l'opposition, nous attachions une importance décisive à ces élections et nous nous organisons de manière à ce que, malgré qu'il avait dû modifier la Constitution dans sa disposition qui prévoyait qu'elle a dû se faire en 2 tours, il a remplacé cela par un scrutin à un seul tour. Nous disons que malgré ces précautions de sa part, nous allons tout faire pour l'éliminer complètement à la date de 6 décembre
le faire retourner d'où il est venu et nous ne voulons pas dire, parce que nous connaissons quand même d'où il est venu, mais nous ne voulons pas citer le nom du pays inconnu d'où il est venu. Voilà pourquoi nous avons exhorté et nous continuons à exhorter non seulement la communauté internationale, mais tous ceux qui s'intéressent à ce pays comme un pays d'êtres humains, à tout faire pour aider le peuple congolais à ôter dehors c'est celui que nous considérons comme étant le plus grand aventurier et le plus grand détourneur de deniers publics qu'on ait connu dans l'histoire de l'Afrique. Je vous remercie encore une fois et surtout mademoiselle qui a il resterait un dernier texte, mais auparavant, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser? Et vous allez faire ça très, très bref, très serré. Le président va répondre à cela. Alors j'en prends une. Allez, il parlait fort. Le président Tshisekedi, l'Union au Congo qui est considéré comme un scandale géologique, la problématique centrale c'est la gestion transparente des revenus issus de l'exploitation des ressources minières. Que pensez-vous pour ce qui est du Congo? Comment répartir plutôt ces ressources et comment imposer les priorités du peuple congolais à vos partenaires internationaux, notamment les partenaires économiques? Merci. Les Congolais, l'homme politique congolais conçoit la politique d'occupation des postes de responsabilité comme un moyen non pas de servir le pays et son peuple, mais comme un moyen pour son enrichissement personnel. Voilà pourquoi le problème du partage des revenus a toujours été faussé dès le début de l'indépendance du Congo jusqu'à la date où nous nous trouvons ici parmi vous. Le Congo, je l'ai toujours dit, n'a pas qu'une mine comme richesse. Notre conviction est que la plus grande richesse du Congo, c'est l'agriculture. Or, le domaine de l'agriculture, c'est un domaine qui a été, disons, presque abandonné par les Congolais. D'abord, par la population, parce qu'elle croit que c'est en restant dans les villes, en souffrant de la faim, qu'on se montre qu'on est heureux. Et non seulement la population, mais les dirigeants ont fait la même chose, c'est-à-dire ils ont complètement laissé à l'abandon le domaine agricole, que pourtant, s'il était bien soigné, sera le premier à fournir le plus de ressources à ces pauvres pays. Donc, c'est la mauvaise conception du pouvoir qui elle-même est la conséquence du manque de maturité politique du peuple congolais, qui a fait que depuis l'indépendance, rien ne se développe dans ce pays, sauf les détournements de deniers publics. Cela est dû à quoi? À une certaine précipitation de la date de l'indépendance. Au 30 juin, avant le 30 juin, les hommes politiques qui sont allés à la table ronde, qu'on appelle la table ronde de Bruxelles, pour réclamer l'indépendance du Congo, ils n'ont pas compris, justement parce qu'ils avaient soif de pouvoir pour pouvoir détourner et devenir riches. Ces hommes politiques-là, donc, ont précipité la date de l'indépendance au lieu d'attendre, comme toute la population s'y attendait, ne plus que 5 ans, afin de permettre la formation rapide
des cadres universitaires et autres congolais qui pouvaient prendre la gestion du pays en main. Et avec cette précipitation, c'était la mort du Congo lui-même. Parce que non seulement les politiciens n'ont rien fait d'autre que détourner, mais tout le monde a manqué les notions élémentaires qui sont à la base de l'existence d'un État. Voilà pourquoi nous avons la fierté de dire à travers le monde que nous avons lutté 30 ans, non pas pour le pouvoir, pour le pouvoir, mais surtout pour assurer la démocratie et surtout le développement du Congo. Que sans démocratie, ne resterait que une tête morte. Nous espérons, parce que parmi nous, ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup de jeunes qui préparent l'avenir de leur pays respectif. Nous souhaitons à ces jeunes une vision juste des choses afin que, quand ils entrent en politique, ce soit l'occasion de développer réellement le pays dont ils sont originaires. Je vous remercie encore une fois. Monsieur le Président contribue puissamment, oui, avec le micro, oui, hein, puissamment à l'enseignement que je vous ai répété au moins 20 fois, mais jamais d'une voix aussi convaincante. L'état de droit n'existe pas si on n'a pas des ressources humaines formées, si vous n'êtes pas là. Ce qui fait l'état de droit, parce que vous êtes là, pour permettre l'accessibilité, l'accès et l'exercice des droits. Le président dit, on a décidé trop tôt de l'indépendance du Congo, on n'avait pas les ressources humaines préparées pour que l'état de droit puisse s'installer. Retenez cette affirmation, cette description au fronton de votre travail, en quelque sorte. L'état de droit, vous voyez, là où ça ne nous conduit pas lorsque les ressources humaines ne sont pas formées. Et là où nous avons la chance d'être, parce que nous avons des ressources humaines formées.